Cette dissertation correspond au thème « La coordination par le marché ». L'intitulé est le suivant « En quoi l'autorégulation marchande est-elle insuffisante pour limiter les externalités engendrées par la pollution automobile ?» Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre, et pour cela analyser les termes de l'intitulé du sujet. D'abord ce qui indique la nature du travail à faire. En quoi? Comment? Par quel mécanisme? Insuffisante. À un rôle limité. Limiter. Réduire. Diminuer. Puis, ceux qui relèvent du domaine de connaissance. L'autorégulation marchande, c'est la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché. Elle permet alors d'obtenir un équilibre durable. Ensuite, externalités. Ce sont les conséquences involontaires de l'action rationnelle des individus sur le bien-être d'autres acteurs. Ces effets n'ont pas de marché, donc ils n'ont pas de prix. La pollution automobile est un exemple d'effet externe. Ce sont les conséquences involontaires de l'action rationnelle, c'est l'utilisation d'un véhicule pour se déplacer. Cette externalité est négative, puisque la pollution automobile a un effet sur la santé. Enfin, il faut opérer des limitations géographiques et temporelles. Il n'y a pas pour les pays et les époques de bornage explicite. En revanche, on peut réaliser un bornage implicite. Prendre les pays et les époques, où la pollution créée par notre modèle de croissance devient problématique. Les premiers à en avoir parlé sont le Club de Rome, dans les années 70. On peut alors reformuler le sujet. Comment réduire les externalités liées à la pollution automobile? Ou bien, la régulation marchande ne pouvant réduire les externalités, d'autres interventions sont nécessaires. On peut alors mobiliser les connaissances. Le marché est en effet la rencontre entre l'offre et la demande. Cette rencontre va alors déterminer un prix. Pour les auteurs libéraux, l'autorégulation du marché assure la situation optimale. En effet, si l'offre est supérieure à la demande, le prix va baisser, ce qui va entraîner une modification du comportement des acteurs. Comme le prix diminue, l'offre diminue, mais la demande augmente. On revient alors à un équilibre. C'est la loi de l'offre et de la demande. Autre avantage de l'autorégulation du marché. Pour les offreurs et les acheteurs, la situation est optimale, puisque leur surplus est maximum. Ainsi, le marché maximise la situation de tous les échangistes. On peut aussi mobiliser les connaissances sur les effets externes. Ce sont les conséquences involontaires de l'action rationnelle. Ils n'ont pas de prix, pas de marché. Ils ne peuvent donc être produits ou réduits par le marché. Il faut donc une intervention extérieure. On peut alors élaborer une problématique. Quelle solution pour limiter les externalités liées à la pollution automobile? Ou bien, en quoi l'intervention de l'État est-elle nécessaire pour limiter les externalités liées à la pollution automobile? On peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. L'autorégulation marchande ne permet pas de limiter les externalités négatives liées à la pollution automobile. En revanche, elles peuvent être réduites grâce à une intervention extérieure. On peut maintenant analyser les documents. Le premier document met en évidence deux variables. Premièrement, les émissions de particules fines, produites notamment par la circulation automobile. Deuxièmement, le nombre de mois gagnés en termes d'espérance de vie si la norme OMS est atteinte. Ainsi, à Bucarest, les émissions de particules fines représentent 38,2 microgrammes par mètre carré. Si la norme OMS était atteinte, les plus de 30 ans gagneraient en moyenne 21,3 mois d'espérance de vie. Seul Stockholm atteint cette norme. Dublin s'en rapproche. On remarque que plus les émissions de particules fines sont importantes, plus l'espérance de vie à 30 ans est impactée. En effet, en atteignant la norme OMS, Budapest gagnerait 22 mois d'espérance de vie pour les plus de 30 ans. La pollution automobile crée donc des effets externes négatifs, une diminution de l'espérance de vie. Le deuxième document est un extrait d'un article des Échos.
La Norvège est le pays où la part des voitures électriques et hybrides est la plus forte, 30% du parc automobile. Ces voitures polluent peu, elles n'émettent pas de particules fines. L'effet est d'autant plus important que l'électricité est produite avec des ressources renouvelables. Ces incitations financières ont été le moteur de l'achat. Les Norvégiens ont en effet un calcul coût-bénéfice. Une voiture électrique a un coût, une autonomie réduite, des infrastructures de recharge incomplètes, une technologie peu sûre. Mais le bénéfice est fort, des aides estimées à plusieurs centaines d'euros. Il est donc rentable d'acheter une voiture électrique. Parallèlement, des mesures de sanction financière sont mises en place. C'est le principe du pollueur-payeur. Des taxes sont mises sur les moteurs les plus polluants, essence et encore plus diesel. Le calcul coût-bénéfice d'une voiture traditionnelle est assez modifié. Il est moins intéressant d'en acheter. Le développement de voitures électriques limite d'autant plus la pollution que l'électricité est produite à partir de barrages hydroélectriques, énergie non polluante et renouvelante. Le développement des voitures électriques a d'autres avantages. D'abord direct sur la réduction des émissions de CO2, le parc d'automobiles électriques permet la réduction de 185 000 tonnes par an de CO2. Il y a aussi des avantages indirects économiquement, la spécialisation sur un secteur porteur. Les voitures électriques. Cela permet alors à la Norvège d'anticiper la fin de ses ressources pétrolières. Le troisième document est un article du Monde et met en évidence une autre solution pour lutter contre la pollution automobile. Limiter le nombre de voitures grâce à un péage. Pour entrer dans une ville, il faut alors payer une taxe. Cette solution relève du principe du pollueur-payeur, ou de l'internalisation des effets externes. Pour intégrer dans le raisonnement de l'individu les coûts collectifs de son action, on lui fait payer une taxe qui correspond au coût social. La solution de taxer l'entrée dans les zones les plus embouteillées de la ville paraît plus adaptée que d'autres solutions. Le péage de stationnement a des effets pervers. Les automobiles sont incités à stationner peu de temps, les embouteillages augmentent. Une deuxième solution est l'augmentation des taxes pétrolières. Elle est aussi inefficace, car la demande de carburant est inélastique au prix. Une condition de la réussite est la centralisation de la gestion des politiques de transport. Car, à côté des péages qui empêchent les habitants de prendre leur voiture, il faut mettre en place une politique de transport public alternatif. Ce principe théorique du pollueur-payeur marche. En interdisant le coût collectif de la pollution automobile, on modifie le comportement des individus. Ils prennent davantage les transports en commun, la pollution diminue donc. Cette solution a été un succès pour Singapour, où, entre 1975 et 1991, la circulation a diminué de 45%. Pour le document 4, ce sont les conséquences de l'introduction de péages dans certaines villes sur la qualité de l'air. Par exemple, à Rome, il y a une diminution des émissions de monoxyde de carbone de 21%. À Milan, une baisse de 9%. Globalement, l'introduction du péage a eu des effets positifs sur la qualité de l'air. Pour d'autres villes, il y a eu des effets positifs, mais qui sont peu évaluables ou peu corrélables avec le péage. On peut maintenant organiser les idées. L'autorégulation marchande ne permet pas de limiter les externalités négatives liées à la pollution automobile. En revanche, elles peuvent être réduites grâce à une intervention extérieure. Ainsi, dans une première partie, on va montrer que l'autorégulation marchande ne permet pas de limiter les externalités négatives liées à la pollution automobile. L'autorégulation marchande consiste à ce qu'il y ait une confrontation entre l'offre et la demande, qui fixe alors un prix. Ce prix engendre un comportement rationnel de l'individu. Il fait en effet une analyse coût-bénéfice. Il va comparer ce que lui coûte son action avec ce qu'elle lui rapporte.
il ne va agir que si le bénéfice est supérieur au coût. Le comportement rationnel d'un individu a pour objectif de maximiser son profit privé. Or, il oublie tout le coût social qui peut être engendré par son action, puisque il n'y a pas de prix, ce sont les effets externes négatifs. Ainsi, l'utilisation de la voiture a pour objectif de maximiser le profit privé. Les déplacements privés et professionnels améliorent le bien-être. Cependant, il y a un coût social, la pollution, qui a une conséquence négative sur le bien-être des acteurs, la réduction de l'espérance de vie, c'est ce que l'on voit dans le document 1. Or, cette pollution ne peut être réduite par l'autorégulation du marché. En effet, elle n'a pas de prix. Et donc, cette pollution n'est prise en compte ni par l'offreur ni par l'acheteur. Personne ne modifie son comportement. La solution est alors l'intervention extérieure. Par exemple, des réglementations, comme l'interdiction d'utilisation de la voiture, qui permettrait ainsi une réduction de la pollution atmosphérique. Or, cette solution est très contraignante. D'autres solutions peuvent être plus efficaces. C'est des solutions basées sur l'internalisation des effets externes. Il y a la création d'un prix, et donc cela va modifier le comportement des acteurs. Polluer a un coût, ne pas polluer assure un bénéfice. Ce sont des mesures basées sur une incitation financière. Des aides pour acheter des voitures électriques, qui permettent ainsi la réduction de 185 000 tonnes par an de CO2, mais aussi des mesures basées sur une sanction financière. Le péage, qui a eu des effets positifs sur les émissions de monoxyde de carbone. En introduction, il faut une idée d'accroche. Soit tirer des documents, par exemple la baisse des émissions de monoxyde de carbone grâce au péage, ou bien une idée d'actualité, la COP21 de Paris et la volonté d'assurer un développement durable. En conclusion, il faut une ouverture. Par exemple, une ouverture basée sur une connaissance du cours, l'intérêt d'une intervention de l'État, ou bien une idée d'actualité. Les problèmes écologiques ne paraissent pas essentiels aujourd'hui en France, puisqu'il n'y a pas de candidat écologiste au présidentiel.